Bonjour à tous. Donc comme je vous l'ai promis dans la dernière vidéo, on va voir aujourd'hui les queues stack. Maintenant qu'on a vu comment enregistrer les queues, on va voir un peu le traitement de ces queues à l'intérieur d'une queue stack qui est une séquence. Donc MagicQ enregistre automatiquement les queues dans des queues stack. Ces queues stack vont ensuite être paramétrés suivant vos besoins, avec les temps de montée, descente, les délais, etc. Donc on va tout de suite commencer par se construire une queue stack. Donc je vais reprendre une méthode qui est très rapide et qui a l'avantage de créer une séquence assez complète en une seule opération. Donc je reprends cette manipulation, je sélectionne des machines, je sélectionne ensuite un groupe de palettes, copie, et je les mets dans le playback de destination. Donc ce qui fait que maintenant j'ai bien automatiquement généré une séquence du même nombre de pas que j'avais de palettes dans ma sélection. Et on va pouvoir travailler sur tous les paramètres inhérents à chaque pas de séquence. Alors, dans un premier temps, donc, on a à gauche la colonne status. Donc cette colonne vous permet d'avoir des informations sur l'état en cours de la queue dans le playback. Par exemple, si j'envoie avec un Go ma mémoire 1, vous voyez, automatiquement, il est inscrit complete. Alors si par exemple, là on va modifier légèrement le fade pour que vous ayez le temps de voir, je vais mettre 4 secondes. Si maintenant je refais un Go, là cette fois donc j'ai 4 secondes de progression, et là donc j'ai l'indice de progression affiché ici, jusqu'à ce que la ligne soit bleue pour dire que la séquence, que la queue pardon, est arrivée à son maximum. Donc ça c'est la partie status. À côté, on a donc les QID. Donc ça, c'est donc pas, comme on l'a déjà vu dans le tuto sur les queues, ça ne représente pas le réel numéro de queue tel qu'il est stocké dans la console, mais ça correspond à son numéro de pas de séquence dans cette queue stack précisément. Donc c'est pour ça que vous vous rappelez qu'on avait vu aussi qu'il y avait une colonne ici, queue tout court, où là on a le vrai numéro de queue de cette mémoire qu'on s'est retrouvé ici dans le QStore. Le QStore étant l'emplacement dans lequel sont stockées toutes les mémoires créées dans le show. Donc le QID, c'est bien le numéro d'ordre d'exécution dans la séquence. Ce qui fait que si par exemple vous changez ce numéro 1 ici et que vous le passez en par exemple 2.5, automatiquement il va vous proposer de déplacer la mémoire dans la queue stack. Donc si je fais yes, vous voyez maintenant que la mémoire en blanc est passée en deuxième position. Donc je vais la remettre en première position. Voilà. Donc cette opération revient à peu près à la même chose que faire un move d'une queue à un autre emplacement. Et là, il aurait fait l'opération inverse. Si vous aviez fait un move, c'est de lui-même, il aurait renuméroté le pas de séquence pour qu'évidemment, il corresponde chronologiquement à l'ordre d'exécution de la séquence. Ensuite, le texte. Donc là, c'est une partie libre dans laquelle vous rentrez les indications sur la queue. Ensuite, le champ wait. Alors, ce champ peut contenir différentes choses. Par défaut, il est en mode follow. Ce qui veut dire que on indique par cette méthode que la queue 1, quand elle est finie, va automatiquement démarrer la queue 2. Sauf si la colonne d'à côté, alt, est sur yes. Donc en gros, on lui dit, tu vas démarrer la mémoire suivante dès que la 1 sera finie, sauf si le alt est sur yes. Si le alt est sur no, en effet, il va automatiquement démarrer la mémoire suivante, dès qu'il sera arrivé
à ces 100% de progression. L'autre option possible, c'est dans ce champ, c'est de saisir une valeur. Alors, pour information, sur MagicQ, le temps d'attente se met sur la mémoire qui attend et pas sur la mémoire qui fait attendre la suivante. C'est-à-dire que si maintenant, je suis supposé, si je fais un go, envoyer la mémoire ambre ici, donc si je mets un temps d'attente sur celle qui va suivre l'ambre, donc la jaune, et là je lui dis par exemple 5 secondes, donc je tape 5 entrée, et je vais mettre un temps de 3 ici, on va voir après les temps de montée-descente, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là je fais un go, donc là j'ai bien la progression ici, vous voyez, de ma mémoire 3, pardon, et automatiquement, 2 secondes plus tard, la mémoire 4 s'exécute. Donc il faut bien comprendre que le calcul du temps d'attente se fait entre deux go. C'est-à-dire qu'on doit inclure dans ce temps d'attente le temps de fade de la mémoire. Comme un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, je vous ai préparé un autre un chronogramme qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire dans la QStack. Donc on va s'intéresser à la partie grisée ici, puisque c'est sur cette mémoire, donc on va considérer les paramètres qu'on peut lui affecter. Donc si je reprends notre exemple à l'instant, on avait dit que ce qu'on voulait, c'était que notre mémoire 4 ici parte automatiquement après la 3, avec un temps d'attente de 5 secondes, alors que la mémoire précédente a un fade de 3 secondes. On va comprendre la différence et les temps qu'il faut prévoir de mettre pour qu'il n'y ait pas de conflit dans les calculs. Donc revenons sur notre chronogramme. Alors considérons que on se positionne quelque part dans le spectacle. Il y a déjà un état sur scène. Donc quand on prend la situation en main, on va dire qu'on a les circuits de 1 jusqu'à 5 qui sont envoyés ici à une valeur. Et donc la queue qu'on va envoyer maintenant va déclencher différents changements de niveau. Alors, concrètement, quand je vais faire mon go ici de ma mémoire suivante, que j'ai appelé n+1, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme on le voit, à l'instant où j'appuie sur le go, dans un premier temps, il ne se passe rien. Et puis, un certain temps plus tard, qui est donc ici, c'est-à-dire ce temps-là, j'ai mon circuit 5 qui descend à 0. Et puis, pendant ce temps-là, il y a un autre décompte qui s'effectue, et alors que mon circuit 5 est à peu près à la moitié de sa descente, eh bien, j'ai un autre événement qui se déclenche, c'est la montée du circuit 1. Et donc, le circuit 1, lui, va monter à full pendant ce temps-là. Et quant aux autres circuits, eux, ils subissent pas de changement, donc ils restent à l'identique, les circuits 2 jusqu'à 4. Donc, concrètement, quand on fait le go, on déclenche le démarrage de la queue, mais on a demandé à ce que la descente s'effectue après un délai, après ce délai, qui est le délai descente. Et un peu plus tard, cet événement-là, qui concerne la montée des circuits, donc tous les circuits qui ont une valeur supérieure dans cette mémoire n+1 à la valeur qu'ils avaient avant. Puisque la console procède toujours de la même façon. Si le niveau du circuit est supérieur au niveau qu'il avait quand je l'ai pris en charge, c'est-à-dire j'avais cette situation sur scène quand j'ai fait mon go, donc la console, elle considère toujours d'une part à quel niveau elle va prendre
en charge le circuit. Donc là, mettons qu'on soit à 70% par exemple. Donc quand je fais mon go, la console voit ce circuit-là, enfin ces circuits-là sont à 70. Et dans la queue que je viens de déclencher, je suis censé emmener par exemple le circuit 5 à 0. Donc puisque je vais de 70 à 0, je descends, donc j'applique le temps de descente après le délai de descente. Et à l'inverse, quand je fais mon go et que la console considère que mon circuit 1 par exemple, lui, il a un niveau supérieur à celui qu'il avait quand je l'ai pris en charge, c'est donc un circuit qui monte. On lui applique donc le temps de montée après un délai de montée. Voilà comment la console procède pour décider qui monte et qui descend. Alors donc tout ça se produit simultanément suivant les temps que vous avez rentrés. Et il nous reste encore ici à voir cette question du wait, telle qu'on l'avait vu dans la QStack juste avant. Alors vous noterez que le wait, c'est bien le temps qu'il y a entre le go de la mémoire précédente et le go de la mémoire suivante. Et que ce temps intègre évidemment du coup les temps de montée et descente. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut faire attention. Dans notre exemple précédent, on avait mis, je crois, 5 secondes de temps d'attente avec un temps de montée de 3 secondes. Donc là, on n'est pas tout à fait à la bonne échelle, mais le principe reste le même. Vous voyez qu'on a une partie de ces 5 secondes qui est utilisée à la montée, et donc il reste un temps pendant lequel il ne se passe rien avant de déclencher le démarrage de la mémoire suivante. Donc voilà pour le chronogramme qui reprend graphiquement la situation dans laquelle on avait mis la QStack. Donc pour illustrer plus clairement le chronogramme qu'on vient de voir, on va faire la petite séquence avec deux mémoires qui reprend exactement ce qu'on a vu dans le dessin précédent. Donc on va se faire une petite queue et donc on va faire 1 ou 3 at 50, voilà, comme ça représentera les quelques projecteurs qui étaient déjà allumés au moment où on traitait notre queue n+1. Donc ça sera l'état en cours, on va dire. Alors, donc ça, on va se l'enregistrer ici. Et ensuite, on avait dit que dans la deuxième étape, on prenait le circuit 1, lui montait à full. Et le circuit 3, lui descend à 0. Enfin, c'est ce qu'on avait le circuit 5 dans le chronogramme, on va prendre le 3 à 0. Et ça, on l'enregistre donc en deuxième mémoire. Voilà. Donc, maintenant, on va s'occuper donc de régler un peu les temps. Hein, donc, pour l'instant, si j'envoie ma queue, j'ai bien première étape ça, et ensuite donc quand j'envoie, j'ai bien mon circuit 1 qui monte à full et le 3 qui disparaît. Alors attendez, je vais essayer de placer un peu mieux. On voit mieux. Voilà. Sur cette mémoire 2, on va lui rentrer le temps de wait. Et c'est là qu'on lui rentre 5. Vous voyez que dès qu'on met un temps de wait, automatiquement, la case Alt passe sur No. Puisque bien entendu, il ne faut pas que ça s'arrête pour pouvoir enchaîner automatiquement au bout des 5 secondes. Donc toujours en restant sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc notre mémoire 1, elle, on va la faire monter en 3 et on peut lui mettre un temps de descente, mais qui ne servira à rien, puisque c'est notre première mémoire, on vient du noir, donc forcément il n'y a aucun circuit qui descend. Donc là, on aurait très bien pu taper juste un temps de 2-3 secondes, puisqu'on n'a que de la montée.
Ensuite, dans la mémoire 2, donc celle qui doit faire apparaître mon circuit 1, enfin le faire monter à full, lui par exemple le circuit 1, pour qu'on le voit bien, on va le faire monter en 0, comme ça on verra bien l'effet, et on va par contre faire chuter le 3 en 4 secondes. Voilà, donc 0 slash 4, hein, c'est donc montée slash descente. Et en ce qui concerne le délai, on avait vu dans notre chronogramme que c'était d'abord la descente qui s'effectuait. Donc on va lui mettre un délai de, par exemple, 1 seconde descente et slash délai de 3 secondes montée. Voilà. Donc là, normalement, je descends, je désactive mon playback et là j'envoie. Donc là, j'ai bien la montée à 50% de mes 3 circuits. Le décompte se termine. Ensuite, le délai d'une seconde a bien allumé mon circuit à full. Et un peu plus tard, enfin, c'est pas un peu plus tard, c'est plutôt qu'il est parti avant, mais il a 4 secondes pour descendre. Mon circuit 3 descend. Donc, je vous le refais. Tout le monde monte ensemble. Ensuite, le décompte de 5 secondes. Et la montée du 1 en même temps que la descente. Voilà comment ça s'articule. Et ça correspond à peu près donc au dessin qu'on a vu précédemment. Alors, ensuite, donc on a vu un peu toute cette partie wait delay. Alors, ça fera l'objet d'un tuto particulier. Je vous montre juste que la case Alt, qui pour l'instant ne sert qu'à mettre oui ou non pour arrêter ou pas le déclenchement des queues, en fait, elle propose beaucoup plus d'options que ça. En plus du oui/non, elle propose le timecode, puisque c'est dans cette case qu'on lui spécifie qu'on veut que les queues avancent via le timecode. Le remote, qui correspond à l'entrée contact qui est à l'arrière de la console, et qui permet donc d'assigner la queue qui sera démarrée via l'entrée contact sec. Et enfin le scheduler, qui est donc les événements calendaires sur lesquels vous pouvez déterminer jour et heure de démarrage d'une queue. Donc ça, comme je disais, on le traitera séparément. Donc on a vu Alt Delay Fade. Le numéro de queue, bon, on va pas revenir dessus, on en a parlé l'autre jour dans la façon dont c'était agencé dans le queue store. Le Next Queue. Alors le Next Queue, c'est donc par défaut, quand vous créez une mémoire, il va vous proposer automatiquement Next. Et dans les cas particuliers où vous souhaitez aller vers une autre mémoire de la séquence que la suivante, vous pouvez spécifier un numéro. Par exemple, on va fermer celui-là, on va renvoyer cette séquence-là. Ah oui, sauf que là, j'ai pas de dimmer. On va raccourcir un peu. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, par exemple, imaginons que l'éclairagiste déclare que après l'ambre, il veut pas du jaune et il veut qu'il passe directement au bleu. Et bien à ce moment-là, ici dans la colonne Next Queue, on va lui rentrer le numéro du pas de séquence, donc le 7, qui correspond à celle-là. Voilà, donc là je remonte d'un cran, je fais un go, là je vais bien à l'ambre, et maintenant je passe au bleu. Donc ça permet de faire des sauts, et bien sûr à l'inverse, ça permettrait, si je mets un numéro ici inférieur à celui de la queue, bah, ça va donc reboucler en amont dans la séquence, et ça me permettra de reboucler. Par exemple, si arrivé à la 7, je veux qu'il remonte à la jaune qu'on a sauté tout à l'heure.
Donc dans un premier temps, on va retirer ce saut là, donc on va le remettre en 4. Et donc c'est à cette mémoire ici où on a dit qu'on remontait vers l'orange en 3. Donc on tape 3, voilà. Maintenant je vais me remettre un peu plus haut ici, voilà. Donc on fait des go. Ok, ici, 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 ici. Et là donc on remonte, etc. Donc voilà pour les next queue. Alors à côté ici on a la partie timing. Donc comme on l'a vu précédemment, on peut basculer à tout moment du mode queue timing où on est actuellement en chase timing, qui va donc transformer la séquence en chaser. Mais grâce à cette colonne, on va pouvoir mélanger les deux modes ponctuellement pour des queues données. Par exemple, si je prends ces trois queues là et que je tape Enter pour changer la valeur, vous voyez, maintenant mes trois queues ici sont passées en chase. Donc je vais me remettre là-haut, je fais des go, et là vous voyez que mon chase maintenant tourne tout seul. Alors il s'arrête à la dernière queue parce qu'il n'a pas d'autres instructions. Alors si par exemple je voulais qu'il remonte à la 3, ici je vais taper 3. Donc je me remets là-haut, go to queue. Voilà. Donc là j'enchaîne bien les mémoires et arrivé à la 3, donc ça remonte là-haut. Etc. etc. Alors il y a moyen de stipuler un nombre de boucles. Il suffit d'aller dans les propriétés de la QStack, triple clic. Attends, on va l'arrêter. Voilà. Triple clic, on va aller dans Chase ici, et donc dans le Number of Repeat. Ici, je vais lui rentrer 2 par exemple. Voilà, je reviens sur ma liste, je me remets là-haut, go to queue, et j'envoie. LTS, ouais, c'est bon. Ah oui, c'est parce que j'ai des temps de 0 là. Voilà. Oui, c'est bon. Donc go. Donc là, on attaque les 3 étapes de chase qu'on exécute 2 fois. Et au terme de ces 2 fois, on s'arrête. Et le prochain go va sortir de la boucle pour continuer dans la liste. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez choisir un mode général pour la séquence, mais à l'intérieur de ce mode par défaut, vous pouvez à tout moment décider ponctuellement pour certaines queues qu'elles fonctionnent donc dans le mode inverse. Bien, ensuite la partie track. Alors ça c'est une partie très importante et qu'on va essayer de détailler. Ce HLF pour l'instant vous paraît peut-être un peu obscur. On va essayer d'éclaircir tout ça. Alors on va relâcher ça. Alors j'ai préparé une petite séquence rapide ici de 3 queues. Donc je vous montre déjà ce qu'elles font normalement, on va dire. Donc j'ai une première queue, pardon, hop, j'ai une première queue qui envoie, vous voyez, 3 circuits en jaune, et en même temps qui envoie un FX sur 3 autres circuits. Un petit sinus, 3 autres circuits. Ma deuxième mémoire de cette séquence rajoute à tout ça 3 nouveaux circuits en magenta. Et enfin, la dernière mémoire rajoute encore 3 autres circuits en bleu à tout ça. Alors maintenant, on va essayer d'analyser un peu les différents moyens qu'on a d'intervenir sur la façon dont les queues vont s'enchaîner. Est-ce qu'elles vont conserver en quelque sorte des informations précédentes? C'est tout l'intérêt du tracking. Donc cette colonne ici, HLF, en fait est le sommaire, le résultat de ce qui a été sélectionné comme mode dans les cases qui se trouvent tout à fait à droite. Donc avec les touches de votre clavier, vous allez vous mettre tout à droite.
Et vous voyez qu'ici, vous avez un groupe de 3 colonnes qui chacune vont s'intéresser à la façon dont on va traquer les informations dans la conduite et par catégorie. Donc la première ici concerne les HTP, donc tout ce qui est dimmer. La deuxième ici s'intéresse aux FX. Et la dernière ici s'intéresse à ce qu'ils appellent les channels, donc on va dire à tout ce qui est paramètre LTP. Alors dans quelle mesure le positionnement de ces paramètres change la donne? Alors je vais me remettre ici dans ma séquence sur ma première mémoire. Donc dans ma première mémoire, j'ai mes circuits en jaune ici et un FX qui tourne. Quand j'envoie ma deuxième mémoire, puisque par défaut dans ce mode que j'ai choisi, je suis en tracking, je viens donc ajouter les valeurs ici de ces 3 projecteurs supplémentaires en magenta. Je peux vous faire visualiser ça ici dans le timeline. Vous voyez, on a bien dans notre mémoire 1 nos circuits 1, 2, 3 ici en jaune. Et par contre, dans la mémoire suivante, on a les circuits 4, 5, 6 qui eux sont en magenta. Mais comme on est en mode tracking, évidemment, il me montre par là même que mes circuits en jaune restent inchangés, puisque en tracking, par définition, pas d'information pour un circuit, ça veut dire qu'il reste en l'état, jusqu'à consigne contraire. Donc là, ça veut dire en clair que quand j'enverrai ma mémoire 2, en effet, il n'y a rien qui concerne ces projecteurs 1, 2, 3 dans ma mémoire 2, donc ils vont rester dans la situation précédente qui est donc à full en jaune. Idem pour la troisième mémoire, puisque là, la troisième mémoire, j'ai ajouté donc 3 nouveaux circuits en bleu. Et là, donc, on voit bien que tous ceux-là qui appartiennent aux mémoires précédentes ne changent pas par rapport à leur couleur initiale, donc jaune et magenta. En revanche, donc, on a ces 3 derniers qui apparaissent en bleu. Donc je reviens dans ma QStack, et on va justement maintenant voir un peu, en jouant avec ces paramètres, ce que ça change sur le comportement des circuits dans la séquence. Donc imaginons par exemple que je passe la partie HTP en yes sur la deuxième mémoire. Donc il suffit de taper entrée, voilà, donc pour changer l'option. Donc là j'ai ma mémoire 1 qui est sur scène. Pardon, la 2, je reviens en arrière. Voilà, là j'ai ma mémoire 1 sur scène, et maintenant donc j'envoie la 2. Et vous voyez que désormais, mes circuits ici de 1 à 3, au lieu de rester, ils s'en vont. Et ils s'en vont parce que j'ai choisi un mode qui est en quelque sorte un non-tracking pour cette mémoire-là, où je dis à cette mémoire, tu me supprimes tout ce qui est ancien circuit, c'est-à-dire circuit géré par les mémoires précédentes. Et comme on l'a vu, si on regarde dans nos queues de la mémoire 2, en réalité, vous voyez, on n'a bien que les circuits 4, 5, 6. Et si je me mets en view tracking, du fait que je viens de lui stipuler que je ne voulais plus des circuits HTP traités en amont dans la séquence, il me les a retirés. Donc si je me remets maintenant dans ma QStack, je les remets en no. Donc je lui dis en quelque sorte, tu ne me remets pas à zéro les anciens circuits amenés par les mémoires précédentes. Donc je retourne en ViewQ, et là vous voyez qu'en mode en view tracking, là, je vois bien dans ma mémoire 2 que j'ai bien ces circuits ici dimmer 1, 2, 3 à 100%. Donc ils ne sont pas en charge de cette mémoire, mais elle n'empêchera pas qu'ils subsistent. Donc c'est tout le principe du tracking, c'est que je n'apporte que les niveaux que je contiens, et je ne me préoccupe pas de ce qui est par ailleurs. Donc en quelque sorte, je n'ai pas d'infos pour les dimmers, donc je les laisse en l'état, qu'ils soient allumés ou éteints, peu importe. Donc je reviens sur ma QStack. Alors donc vous l'avez constaté, je reviens en arrière. Maintenant je l'ai remis sur No ici. Donc si je rappuie sur mon Go, vous voyez, maintenant mon jaune il reste bien en place. Et idem pour la troisième queue où j'appuie sur un Go. Et cette mémoire 3 de nouveau en bleu n'ayant pas d'informations pour les circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6 précédents, les laisse en l'état puisque on est en mode tracking.
Et si c'était sur cette mémoire-là que je décide donc de supprimer les projecteurs précédents, donc là je refais un go, je me remets en début de séquence. Ensuite j'envoie ma deuxième mémoire, donc là pas de problème, il me maintient bien les circuits jaunes, puisque je ne lui demande pas de les retirer. Et enfin quand j'envoie la 3, et bien là, comme je lui dis tu te comportes comme si on était en non-tracking, il me supprime tout ce qui était auparavant, qui n'est pas géré, qui n'a pas de niveau d'information dans la mémoire 3. Donc voilà pour les HTP. Voilà, donc je remets ma séquence de base, hein, on retrouve le comportement normal. Ok. Alors maintenant, on va s'intéresser au LTP, donc les channels, Release All Channel. Alors on va faire le même essai. On va lui dire ici, par exemple, à la mémoire 2, qu'on se met sur Yes. Donc on dit à la mémoire 2, tu vas relâcher les paramètres qui ne sont pas dans ta mémoire, pour lesquels tu n'as pas d'informations dans ta mémoire. Donc ça, je l'ai mis sur la mémoire 2, que j'envoie maintenant. Donc regardez ce qui se passe, je fais un go, et ce qui se passe, c'est que mes circuits 1, 2, 3 ici qui étaient en jaune viennent de passer en blanc, parce que j'ai relâché la partie LTP de ces machines, et elles sont donc retournées à leur valeur par défaut. Par contre, évidemment, les informations concernant la mémoire 2 sont bien en place, puisque c'est bien au niveau de la 2 que je perds. Donc maintenant, j'envoie la dernière mémoire, et là, donc, bah, elle n'a pas d'infos particulières, donc elle vient ajouter son contenu à ce qu'il y a précédemment. Donc ça, c'est pour la partie donc, LTP. Alors, je repars à 0, voilà, je me remets en début. Et enfin, dernière opération, on va préciser la même chose pour les FX. Vous voyez, donc ma mémoire 1 envoie donc, ces fameux circuits jaunes, et en plus, elle envoie en même temps un FX sur trois autres machines. Et pour l'instant, comme vous avez pu le constater, à chaque fois que j'envoie des queues, bah, il ne se passe strictement rien sur ce FX qui continue à tourner indépendamment, puisque, de nouveau, il n'y a pas d'information contraire pour lui dire d'arrêter. Donc je me remets sur la 1, et là, sur le 0 LDFX, sur le 0 LDFX, je mets sur Yes, et maintenant j'envoie donc la mémoire 2. Et cette fois, donc, comme j'ai bien stipulé, tu me mets à 0 les anciens effets datant des mémoires précédentes, il arrête l'effet et il le remet en position 0, comme si j'avais un FX 0 size. Et de nouveau, j'envoie ma suivante, et là, bah, je ne change rien en termes de résultat ici, puisque je n'ai pas touché ni au dimmer HTP, ni aux couleurs LTP. Donc vous voyez, en gros, ce jeu de cases ici vous permet assez rapidement de décider ce que vous voulez conserver ou relâcher dans une mémoire. Et donc, là, si je reviens maintenant à gauche dans la colonne, je reviens sur cette fameuse colonne track ici. Vous voyez, j'ai laissé par exemple le 0fx on, enfin sur yes. Donc en gros, ça dit on ne traque plus le fx. Donc la case ici m'indique que je n'ai plus que du tracking sur les HTP et les LTP, mais plus sur les fx. Donc là, vous voyez que dès que je fais un go, en effet, mon fx s'arrête. Alors, vous pouvez procéder comme on vient de le faire avec les trois cases complètement à droite, mais quand vous avez l'habitude, vous avez bien compris ce principe, vous pouvez de la même façon intervenir directement sur cette case et rentrer exactement ce que vous souhaitez. Donc si par exemple, moi je voulais garder mon FX, mais relâcher la couleur, alors à ce moment-là, bah, je vais éditer cette case directement ici. Donc comme je lui dis que je veux traquer le HTP, je tape le H. Je ne veux pas traquer la couleur c'est LTP, donc je ne le tape pas. Et par contre, je veux garder mon FX qui tourne, donc je rajoute le F. Voilà, j'ai édité ma case ici. Maintenant, je reviens à ma mémoire 1. Donc là, j'ai mon effet qui tourne. J'envoie ma mémoire 2. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien relâché les contrôles, les paramètres LTP de cette mémoire. En revanche, j'ai bien conservé tout ce qui était HTP et FX. Donc après, bah, c'est soit vous passez par les trois cases à droite, soit vous éditez directement cette case. De toute façon, l'une est le reflet des autres et réciproquement. On va remettre
celui-là en position normale, HLF, voilà. Et on va maintenant pouvoir s'intéresser à la colonne suivante, bloc FX. Donc on a vu avec le tracking comment arrêter ou laisser un FX de cette séquence. Maintenant on va s'intéresser un peu à ce qui se passe avec les FX d'autres séquences. Alors on va se créer un effet justement. Alors par exemple, on va prendre un des projecteurs utilisés ici, les 3 magentas là. 4 jusqu'à 6 à des fixes, position et tilt, sign, voilà. Donc ça, on va se l'enregistrer dans un autre playback. Très bien. Et enfin, on va changer donc la position de façon à ce que dans ma mémoire 2 ici de ce playback, j'ai pour l'instant pas d'infos de position pour ces projecteurs là, puisque ça ne faisait que changer de couleur. Donc maintenant je vais rajouter des infos de position. Donc je resélectionne mes 4 jusqu'à 6. Et puis par exemple, on va les déplacer avec le tilt, un peu, voilà, vers le cyclo. Et on fait donc une mise à jour de cette mémoire. Voilà. Donc maintenant notre séquence elle a un peu changé. On a le jaune, le magenta qui va se positionner en fond de cyclo et toujours le bleu, etc. Bien. Et donc ici sur ce playback là, on a en fait envoyé juste un FX. Alors cet FX ici, on peut le voir. Si dès qu'on envoie notre mémoire 2 de cette séquence, comme elle envoie les dimmers aussi de mes projecteurs 4, 5, 6, je vois donc mon effet, qui tourne en fond sans avoir l'intensité ni la couleur. Voilà, donc pour l'instant, je superpose le FX de cette séquence-là, de cette Q-stack, à celle-ci. Maintenant, dans le cas particulier où je voudrais que quand j'envoie cette séquence, eh bien, mon FX s'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, je veux que le niveau de position que j'ai mis dans cette séquence soit prioritaire sur tout ce qui tourne sur ces paramètres de machine, par ailleurs dans d'autres playbacks. Donc là, je vais donc lui dire bloc FX, yes. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, là j'ai bien mon FX qui tourne. Je vais donc revenir en arrière. Maintenant, j'envoie donc ma séquence. Et automatiquement, vous voyez, ça bloque les fixes actuellement envoyés par ce playback à côté. Donc je le relâche, vous voyez, je repasse sur No, aussitôt mon FX repart. Et là, je le rebloque. Voilà, donc vous voyez que d'une part, ici, comme on l'a vu, on peut bloquer les effets de ce qui se passait avant dans la même séquence. Et avec cette colonne-là, on peut décider ce qui se passe pour les FX dans les autres playbacks. Très bien, donc on continue. Alors, ensuite, on arrive à la phase Q-Only. Alors, pour ce faire, on va donc se créer une nouvelle séquence pour montrer mieux ça. Alors, on va se faire un truc très simple. On va prendre les circuits 1 jusqu'à 3 à full. On les enregistre ici. Ensuite, on ajoute 4, 5, 6 à full et on les met ici. Et enfin, 7, 8, 9 à full, record. Voilà. Donc concrètement, quand j'envoie cette séquence, premier pas, mes 3 premiers, deuxième pas, mes 3 suivants, troisième pas, les 3 derniers. Un peu comme on l'a fait là avec les couleurs. Donc je regarde un peu ici au niveau de la colonne Q-Only. Alors, plus que de faire des grands discours,
je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là, vous avez vu, on a rajouté 3 par 3 au fur et à mesure, à chaque queue, les étapes. Maintenant, je prends mon queue only, ici, et je le passe sur Yes. Je reviens à ma première mémoire, j'envoie ma deuxième mémoire, donc qui se lance bien comme auparavant. Maintenant, j'envoie ma troisième mémoire, et là, vous voyez que les circuits ici de ma mémoire 2, celles que j'ai mis en queue only, disparaissent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction vous permet de décider à tout moment si les éléments apportés par cette mémoire sont durables, puisque comme on est en tracking, on peut très bien imaginer que les 20 mémoires suivantes qui n'auront pas d'informations pour ces circuits-là feront qu'ils resteront. Ou bien l'éclairagiste a stipulé dès le départ, je veux un effet avec ces 3 circuits-là, donc quand j'envoie la mémoire 2, mais je les veux juste au moment de la mémoire 2, et je ne veux pas qu'ils subsistent après. Et donc, comme je suis en tracking, il faut que je lui indique qu'ils doivent partir dès lors que on passe à l'étape suivante. Ça veut dire qu'ils font, comme leur nom l'indique, queue only, ça veut dire qu'ils n'apparaissent que au moment de cette queue, à l'inverse du tracking qui les conserverait tout au long de la séquence. Voilà. Donc là, je le remets sur No et je récupère bien. Donc vous voyez, c'est assez souple, hein, avec toutes ces options. Là, vous pouvez vraiment décider à tout moment ce que vous gardez et ce que vous laissez en route. Ensuite, colonne macro. Alors les macros de QStack sont des macros un petit peu particulières qui sont codifiées avec une syntaxe particulière. Je vous renvoie vers le manuel puisqu'il n'est pas question ici de les voir tout en détail. Sachez simplement qu'il suffit d'insérer dans le champ macro une commande. Par exemple, ici on va taper A6 par exemple. Non, pas 6 parce qu'il. 7, ouais, comme ça on verra l'effet. Voilà. Donc là, j'ai envoyé la commande activate playback set à 7. Donc j'envoie. Ah, mais je l'ai mis sur la 4, pardon. Voilà. Donc j'envoie la mémoire 2. Vous voyez. Et automatiquement, ça m'active le playback en question. Et je pourrais très bien faire en sorte que dans la mémoire suivante ici, je vais faire R7. Et à ce moment-là, quand je fais un go sur ce playback ici, voilà, ça me relâche le playback. R pour release. Donc là, je vous renvoie à la documentation dans laquelle vous verrez, il y a beaucoup de types de paramètres et différentes syntaxes parfois pour chaque paramètre pour stipuler des actions bien précises. La commande QText, bon, bah, ça vous connaissez déjà, c'est pour commenter vos textes, enfin les identifier, pardon. Et la case commentaire qui est un peu plus spacieuse, qui permet de rentrer plus d'infos, notamment les infos de scénographie, de mise en scène, etc. Des avertissements pour un autre collègue opérateur. Donc là, vous pouvez simplement rentrer du texte. Et sachez, pour la petite histoire, que vous pouvez même, si ce texte est précédé comme ça d'un point d'exclamation, vous pouvez, alors bon, je vais rentrer n'importe quoi, hein, blablabla, return, voilà, donc là je fais un go, vous voyez, et que cette mémoire, quand elle sera exécutée, va faire automatiquement apparaître un pop-up. Vous voyez, si vous faites précéder votre commentaire d'un point d'exclamation, ça va générer un pop-up, comme on vient de le voir ici, qui permet donc de vous signaler un danger particulier à ce moment du spectacle ou à insister, à mettre le doigt sur un événement qu'il ne faut pas rater. Et enfin, pour en terminer avec ça, vous pouvez aussi encadrer ça dans un double point d'exclamation, et auquel cas ça activera même sur les autres consoles du réseau, ça fera flasher
les lit light, les écrans LCD, etc. pour vraiment attirer l'attention des autres programmeurs du show. Donc voilà pour la commande commentaire. Ensuite, on a la colonne audio. Alors, bon, ça je vais le retirer. Donc la colonne audio, là vous pouvez rentrer directement un média. Alors ça marche sur PC bien sûr, puisqu'il faut avoir une sortie audio, ce qui n'est pas le cas sur les consoles. Mais sur un PC, vous pouvez directement éditer cette case en double-cliquant dessus. Et dans le dossier audio du show de Magic Q, vous pouvez sélectionner un fichier WAV ou MPEG. Et ce qui fait que si j'exécute maintenant cette Q, voilà, donc vous voyez que c'est assez simple. Hein. Voilà, la colonne média, à ma connaissance, n'a pas encore d'utilité. C'est une option probablement future. Et enfin, donc on arrive aux 3 dernières cases qu'on a déjà assez largement utilisées tout à l'heure, conjointement avec la colonne HLF. Donc voilà, je crois qu'on a fait un tour assez exhaustif de l'ensemble des paramètres disponibles dans la fenêtre QStack. Pour finir rapidement à ce sujet, on a vu qu'on avait différents modes d'affichage ici qui sont plus ou moins adaptés au type de travaux que vous faites sur la QStack. Ici, vous avez la possibilité donc d'activer, désactiver la mémoire courante. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, il est sur off et si vous le mettez sur Current Queue, à ce moment-là, ici, vous allez vous voyez directement afficher si la liste dépasse, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Je suis dans la boucle. Voilà, ça permet que la liste se déplace automatiquement par rapport à la mémoire en cours d'exécution. Enfin, qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu là-haut? Donc view queue, view choose queue stack. Donc le GoToQueue, on l'a utilisé plein de fois. Le preload queue, c'est la possibilité donc de précharger une queue sans l'exécuter. Ainsi, si on se met sur cette séquence-là, par exemple, et qu'on vient choisir la mémoire 5, on fait preload queue, ce qui fait que le Go suivant va exécuter la mémoire 5. Voilà, ça permet de prépositionner la prochaine mémoire dans la séquence. Alors en ce qui concerne le mark queue, c'est pas celle-là, on va prendre plutôt celle-là, voilà. Et dans la mémoire 2, donc on a ces effets là qui se lancent avec la mémoire 2. Or, comme on vient de le voir, quand j'exécute cette mémoire 2, j'ai à la fois donc l'intensité, le mouvement, la couleur qui apparaissent en même temps. Et suivant les cas, bon là c'est de la tricro donc ça se passe pas mal, mais évidemment si c'était une roue de couleur par exemple, ou une roue de gobo, du coup on verrait défiler les différentes couleurs de la roue de couleur, ce qui n'est pas très présentable. Alors pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici sur la mémoire 2, on vient cliquer sur la mémoire 2 et on fait Mark Q. Ce qui fait que maintenant, je reviens en arrière à ma situation précédente, mémoire 1. Et quand j'envoie ma mémoire suivante, j'ai un prépositionnement qui se fait automatiquement. Ce qui fait que maintenant, quand j'envoie ma mémoire 2, mon projecteur est déjà en place avec sa position et sa couleur. Donc je ne vois pas les changements de paramètres LTP.
Donc en gros, le principe, c'est que la marque Q, ça vous insère automatiquement une mémoire qui reprend tous les paramètres de la mémoire 2, simplement en mettant le dimmer à 0, pour que ça se fasse au noir, et qui automatiquement va insérer donc un temps d'attente. Vous voyez, automatiquement le champ ici est passé sur No pour le halt, ce qui fait que quand la mémoire suivante est envoyée, donc la 1.10 qu'il a généré automatiquement, ça fait automatiquement que la indice s'exécute, et après, donc, puisque le halt est sur No, après 3 secondes, la mémoire 2 est activée. Donc ce temps et ces temps ici sont réglables bien sûr, donc vous pouvez ajuster en fonction du type de paramètre et de la rapidité et du silence dont vous avez besoin, si c'est un changeur de couleur ou une lyre bruyante dans un moment silencieux. Donc voilà pour la marque Q, et puis pour le chase et le Q timing, on a déjà vu ça en début de tuto. Enfin, la renumérotation des Q ici, bon, la fonction existe, mais comme on l'avait déjà vu précédemment, c'est pas très utile puisque d'une façon générale, vous pouvez appliquer la syntaxe habituelle pour renuméroter n'importe quelle liste ou tableau. Donc si maintenant je voulais renuméroter ces queues à partir de 10, je sélectionne toutes mes queues, je tape 10 au clavier, et vous voyez qu'il me renumérote tout automatiquement de 1 en 1 tout le long. Voilà, je pense que là on a fait un tour assez complet de toutes les fonctions disponibles dans les QStack. Donc ça c'était la deuxième étape qui suit le tuto sur les queues. Et la prochaine étape sera de s'intéresser au playback, c'est-à-dire cette fois vraiment au conteneur de la QStack et de toutes les propriétés qu'on peut lui associer par rapport au mode de comportement qu'on veut lui attribuer. Voilà, donc c'était un assez long tuto, je vous conseille de le regarder tranquillement et même en plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup d'infos et ça demande un peu de temps à être assimilé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la chaîne et sur Facebook. A très bientôt à tous.